des choses qui se ressentent aussi. C'est pas forcément que les émotions, c'est aussi parfois des lieux et surtout des lieux souterrains. Moi, je suis quand même pas sûr de cette transition. Il était super fort en transition. J'avais des doutes. J'ai quelqu'un dans mon dos qui a Scénariste soupiré de quand même, Ours de voilà, Dragon. je le précise. Elle a soufflé du nez. Elle a fait. J'ai ressenti beaucoup de dédain dans tout ça, donc du coup je vais voilà, je rends l'antenne à Jules. Mais si, on refait. Non, On refait Mais Jules, j'assume tout. Le pire commentaire. Non, mais refais. Ouais, c'est Nous, bon, on ouais, dit ouais. qu'on n'a pas, on n'a Voilà. pas entendu. On dit qu'on mais fait voilà. semblant. Mais Jules, de quoi j'assume. tu vas donc nous parler aujourd'hui? Oh, même le rire, il était fake. Ça n'a aucun sens. Allez, vas-y Jules, parle-nous de grotte. Il en a plus rien à foutre. Vas-y, parle de tes grottes. Hein. Ouais, nous péter les couilles encore avec ces putains de compressions de calcaire de merde là. Avec ces guanos, avec ces fientes de chauves-souris là. Allez, vas-y, parle de ton trou là. Je crois ça que me mon rire saoule. passe plus dans le discours. Le mec, il sature. Ah. En tout cas, on est bien content de voir que tout le monde est en forme. C'est bien, ça fait plaisir. Oui, Ça, je fais plaisir. Ah, c'est cool. Mais non, mais Jules allait nous présenter. Tu vas commencer, Mika, en fait. J'essaye. J'essaye. On creuse. Ah bah oui, justement, ça tombe bien que tu Bah parles voilà, de ça creuser tombe parce que figure-toi que Jules allait nous parler des grottes. Et je crois qu'en plus de ça, c'est pas la première fois parce que il me semble, mon petit doigt m'a dit qu'apparemment, ce serait pour une longue série. Tu peux nous en dire plus, Jules? Incroyable. En vrai, c'était C'est bien beau. là. Ouais, c'était beau, non? C'était beau. Oui, en fait, je me suis dit que j'avais pas encore vraiment fait de vrais trucs sur les grottes, alors que c'est mon cœur de travail. Du coup, je me suis posé, je me suis dit, pourquoi pas commencer à en parler, mais bon, forcément, quand c'est ton cœur de travail, t'as plein de choses à dire. Et j'ai fait une liste et j'ai vu qu'en fait, il y aurait beaucoup de choses à dire. Donc, je ne pourrais pas tout dire en un épisode, mais c'est tant mieux parce qu'on pourra en faire plusieurs pour découvrir petit à petit ce milieu et ce qu'on peut y trouver. Donc là, on partirait pour le premier épisode. Oh. Et alors, du coup, ce sera quoi le sujet du premier épisode? Alors, j'ai même une intro que je dirai à chaque épisode avant de vous dire le titre de l'épisode. Oh, trop cool. Comme Oh, dans j'adore. Buffy. Un fil rouge. Vas-y. Ça sera la même intro pour chaque épisode, mais ça sera au moins le fil rouge entre chacun. Allez. Les grottes, gouffres et autres trous obscurs ont depuis toujours attisé notre imaginaire. Nombre de légendes fourmillent à propos de ces endroits mystérieux que l'on perçoit souvent comme dangereux, étroits et anxiogènes. Mais si au contraire il s'agissait de fenêtres sur un autre monde, un monde suspendu dans le temps, noyé dans une obscurité et un silence total qu'il nous faudrait percer d'un faisceau de lumière, comme les spectateurs d'une ruine oubliée. Et si, dans ces espaces minéraux, se cachaient les mémoires de paysages anciens, de cataclysmes oubliés, de tragédies émouvantes, d'histoires fascinantes ou de marques fortuites? Et si sous nos pieds chaque forme avait un sens, n'attendant que d'être comprise? N'attendez plus, suivez-moi sur la piste des galeries géantes, des formes étranges, des galeries, des stalagmites étonnantes, des canyons souterrains, des vestiges de civilisations disparues et des bêtes étranges qui peuplent les profondeurs. Bienvenue dans un nouvel épisode de Mystère des profondeurs. Épisode 1. Qu'est-ce que les grottes ? Parce qu'il faut bien commencer quelque part. Alors pour chaque épisode, je donnerai aussi quelques mots-clés, intrigants, étonnants ou autres, que je vais dire dans l'épisode. L'idée étant de vous intriguer suffisamment pour que vous les attendiez avec impatience. Pour l'épisode 1, ce sera acide, rivière, menuisier, serrure et fantôme. Oh, C'est mystérieux. Sacré programme, tout ça. Serrure et fantôme. Waouh. il y a presque une énigme. Mais oui, carrément, il faut la C'est un résoudre. jeu. Attention. C'est lui qui était à la fin de didactique en l'épisode, fait. Ouais, c'est ça. Vous pourrez, tu pourras mettre un petit son à chaque fois que le mot apparaît. Ah ouais, grave, carrément. C'est excellent. Ding. Alors du coup, pendant tout l'épisode, l'idée c'est pas non plus c'est pas non plus que je fasse que un monologue ou autre. N'hésitez pas si vous voulez rebondir, si vous avez des questions, des trucs que je vais mal expliquer ou autre. Dans tous les cas, l'idée étant qu'à la fin, on ait bien compris chacun ce que c'est qu'une grotte et d'où ça vient, ce que ça veut dire. Bon, déjà, une grotte, on peut, de prime abord comme ça, le définir comme un vide naturel souterrain, explorable, spéléologiquement. Donc la spéléologie, la discipline qui sportive, d'exploration, qui va dans ces milieux naturels souterrains.
Je dis bien naturel, hein, parce que pour le coup, moi, je vais pas parler de mines, je vais pas parler d'etc. Ce sera peut-être le sujet d'un autre épisode, mais pour l'instant, c'est pas du tout, en tout cas, la question. Je parle aussi de vides explorables, parce que on le verra. En réalité, il y a beaucoup de vides qu'on ne peut peut-être simplement pas explorer parce qu'on n'y a plus accès, ou parce que simplement on ne peut pas y aller physiquement. Je veux dire, si le conduit fait moins d'1 mètre, ça commence déjà à être de plus difficile. Si le conduit fait encore moins, il y a des moments où on ne passe plus du tout. Donc c'est aussi quelque chose. Je reviens, je fais une petite aparté sur les grottes souterraines. Ça, je vois beaucoup ça sur les réseaux sociaux, etc. Quand il y a des gens qui en parlent, vous comprenez bien que ça ne veut rien dire. Enfin, C'est un pléonasme, quoi. si, mais voilà, c'est un total pléonasme. Grottes souterraines, cavités souterraines, etc., etc. Donc, c'est des grottes, tout simplement. Je peux poser une question directe. Dis-moi, tu vois. Un Aven, du coup, est-ce que tu le comptes dans une grotte ou pas? Alors, parce que c'est explorable techniquement aujourd'hui, mais c'est une entrée qui est quand même verticale. Alors, un Aven, pour les auditeurs, c'est un gouffre. Un gouffre, effectivement, est explorable. Il faut un matériel adapté, mais il est totalement explorable. Après, on verra que je fais une distinction entre grotte, qui est plutôt un conduit horizontal. C'est plutôt ce dont on va parler aujourd'hui. Ok. Et les gouffres qui résultent d'une autre évolution du système, mais ça, on va pouvoir le voir après. D'accord, très bien. Mais dans tous les cas, ça s'ancre les gouffres font partie de ce système dont on va parler aujourd'hui. D'accord. Alors, il y a plein de grottes, vous avez tous vu plein de photos incroyables, National Geographic ou autres. Des fois, c'est des grottes, on va dire, classiques, c'est-à-dire dans des roches plus ou moins calcaires. Et puis, on a aussi les grottes de glace. On a les grottes volcaniques, les grottes dans des fissures, dans des milieux granitiques. Bon, ces dernières, je vais pas en parler aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que c'est pas vraiment des grottes. Dans le sens où, en tout cas, je l'entends. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est pas des réseaux, c'est simplement des petites galeries. Dans le cas de milieu granitique, par exemple, c'est juste une fissure un peu plus large que les autres, qui permet d'avancer de quelques mètres. Des fois, c'est un peu plus complexe que ça, mais ça reste quand même de l'ordre de l'occasionnel. Les grottes volcaniques, c'est simplement des coulées de lave qui sont solidifiées, puis qui vont se réeffondrer, etc. Mais il n'y a pas de cohérence de hiérarchisation du réseau. Il n'y a pas de réseau, en fait. Et les grottes de glace, c'est un peu pareil. Donc, c'est des cas qu'on étudiera, encore une fois, peut-être dans un autre épisode, mais qui ne vont pas nous concerner ici. Non, nous, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt les grottes classiques. Bon, vous voyez, dès le départ, je restreins quand même ce qu'on va voir aujourd'hui. Et pourtant, ces grottes-là, comme je vous l'ai dit, c'est que la partie émergée d'un iceberg. Parce que c'est que la partie visitable, comme je vous le disais. Il y a énormément des réseaux souterrains qui restent inexplorables, les fissures, les galeries effondrées et autres. Alors les grottes, en fait, il y a une recette, en fait, pour les grottes. Ce qui veut dire déjà qu'on ne pourra pas y en avoir partout, mais ça, on y reviendra. Déjà, il faut une roche carbonatée, de l'eau et une différence d'altitude. Donc pour le premier, une roche carbonatée, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire une roche qui est constituée d'ion carbonate, enfin de carbonate de calcium en fait. C'est des roches qui peuvent exister depuis extrêmement longtemps sur Terre, hein, depuis la cohabitation du basalte, de l'eau et du gaz carbonique, donc ça fait un sacré bail. Et sont d'ailleurs souvent liés à des processus biologiques. Ça peut être des organismes marins qui vont puiser dans l'eau du CO2 dissous et du calcium pour fabriquer des coquilles, des squelettes. Donc le plancton, on peut faire des coquilles, on appelle ça des testes calcaires, qui, après leur mort, se déposent au fond de la mer. Les animaux, voilà, avec des petites coquilles, gastéropodes, huîtres, etc., oursins. On a aussi des animaux avec des squelettes externes, comme des coraux, des algues, des cyanobactéries qui vont précipiter du carbonate autour d'elles, on crée des stromatolites. Et ça, on en a des traces depuis plus de 3,5 milliards d'années. Donc ça fait un sacré bout de temps, en tout cas, que on a des roches carbonatées sur Terre. Alors tous ces éléments, ils vont donc, pour devenir une roche, s'accumuler sur des fonds marins en formant des boues carbonatés qui se transforment en roche par le temps et la pression en plusieurs milliers d'années. Ça fonctionne surtout dans les eaux chaudes et peu profondes. En fait, les eaux froides ont tendance à dissoudre les coquilles plus facilement avant qu'elles le sédimentent. Donc généralement, lorsqu'on a, par exemple, des roches calcaires, je vais y venir, c'est en fait, littéralement, d'anciennes lagunes qui ont été là à un moment donné, puis après qui ont été retravaillés, qui ont été montés en altitude par des jeux tectoniques, bon bref. Mais c'est dans ce genre de milieu-là qu'on va pouvoir se former ces roches-là. Alors en fonction des éléments qui la composent, de la pureté en carbonate de calcium, on va avoir différentes roches. La craie, très connue. La craie est une roche carbonatée qui est très pure, 90% de carbonate de calcium. Elle est formée de coccolithoporidés et de foraminifères. Coccolithoporidés, ça c'est un super mot à caser en société. Une fois qu'on s'est entraîné suffisamment de temps pour le dire sans bégayer. Et tu le dis très bien. Et je me suis entraîné. C'est même pas un mot-clé en plus. Et j'aurais pu le mettre en mot-clé, c'est vrai. On rappelle que, vu qu'aucun de nous ne sait prononcer ce mot, peut-être qu'il triche.
Peut-être qu'en réalité, c'est pas le vrai mot. On peut même pas le googler. Et oui, Ah on en ouais, là pour le profite, coup, parce qu'il faut l'écrire. on en profite pour accueillir El Jefelito parmi nous. Comment ça va, Geoff? Salut, ça va? Ça y est, je fais. Yes. Salut. Et ben, on est en train d'écouter Jules nous parler de grottes, écoute. Donc ça D'accord. va super bien. Sachant que tu peux, comme il le disait au début de sa chronique, intervenir à n'importe quel moment si tu Ouais. le souhaites. Si t'as une question, si tu veux revenir sur un truc ou approfondir quelque chose, t'hésites pas. D'accord, bah y a pas de souci, pas de problème. Et ben, Alors là, on en était en fait, on parlait de quelle est la recette pour faire une grotte. Là, on parlait de la premier élément qui est une roche carbonatée. On D'accord. a parlé, voilà, les carbonates de calcium, etc., qui composent ces roches. On a donc par exemple l'écrait qui est très très pur en carbonate de calcium. Et puis surtout, la roche qui va nous intéresser le plus aujourd'hui, donc il y en a plein, mais celle qui va nous intéresser le plus aujourd'hui, c'est le calcaire. Donc une roche constituée à plus de 50% de carbonate de calcium et avec un faible pourcentage d'argile. C'est une roche qui a une diversité immense. Je vais pas vous lister tous les différents types de calcaire qu'il peut y avoir en fonction des époques où ils sont créés, en fonction des conditions, etc. Et l'épaisseur de ces bancs calcaires peut parfois dépasser plusieurs centaines de mètres d'épaisseur. C'est-à-dire que ça peut concerner tout un massif. Toute une montagne peut entièrement être faite de calcaire, ce qui va nous intéresser beaucoup pour la suite. Deuxième ingrédient, l'eau. En fait, le calcaire, c'est pas une roche perméable, dans le sens où vous pouvez très bien trouver dans des églises des bénitiers en calcaire. L'eau ne va pas passer, ne va pas s'infiltrer dans le calcaire, sauf si cette roche est fissurée, fracturée, etc. À ce moment-là, on a une perméabilité secondaire qui fait que l'eau va pouvoir circuler dans ces fissures et commencer à, on va le voir, à dissoudre le calcaire. Donc ça veut dire que tout ce qu'on va voir après, les conduits qui vont pouvoir se créer dans la masse, etc., ce sont que des utilisations de fissures, failles, joints de stratification par exemple, différentes strates de couches de calcaire qui, en se déposant, laissent une petite différence, un joint, on appelle ça en géologie, un joint entre ces couches qui forcément est un point faible que l'eau va pouvoir utiliser pour passer. Et là, on va pouvoir s'intéresser aux détails. Qu'est-ce qui se passe quand l'eau passe dans ces fissures? L'eau d'infiltration, généralement, elle est passée par des sols. Elle a traversé des sols où des plantes relâchent, par exemple, des acides humiques ou des organismes relâchent du CO2, etc. Et donc l'eau va se charger en CO2 et devient agressive. Et une fois au contact du calcaire, cette eau acide va transformer le carbonate de calcium en bicarbonate de calcium. C'est peut-être pas grand-chose pour vous, mais le bicarbonate de calcium est soluble. Ce qui fait qu'en fait, l'eau va facilement pouvoir l'évacuer. Et c'est ce qui va se passer en fait. La matière ne disparaît pas, elle est simplement évacuée, en partie, puisque le carbonate de calcium, je vous l'ai dit, ne compose pas toute la roche calcaire. Bref, il y a dissolution. Mais pour qu'il y ait dissolution, il faut bien que l'eau circule, ce qui nous amène à notre troisième ingrédient, la différence d'altitude, le gradient hydraulique. En fait, l'eau, elle cherche toujours à rejoindre le point le plus bas. Si la surface est plane, l'eau, elle circule pas sous terre en fait. Elle va circuler à la surface, mais elle n'a pas de point plus bas à rejoindre. En revanche, dès qu'on va avoir une petite vallée ou un point bas, on parle de Talweg pour le point le plus bas dans une vallée, forcément l'eau va chercher à le rejoindre. C'est d'ailleurs tout le principe d'un réseau hydrographique. L'eau coule les montagnes, va suivre la vallée et redescendre au niveau le plus bas qui est le niveau de la mer. Et donc, l'eau qui s'infiltre dans un massif calcaire, via des fissures, va chercher à rejoindre ce point le plus bas qui est la vallée. Ce qui veut dire qu'elles ne peuvent pas circuler plus bas que le niveau de la vallée, mais elles vont bien arriver jusqu'à cette vallée. En fait, elles cherchent à rejoindre le niveau de la rivière. Ce faisant, cette eau qui passe dans les fissures, qui se rejoint un peu comme un réseau hydrographique en fait, dans la montagne, elle va passer par les fissures, etc., se rejoindre des fissures encore plus grandes, etc., et arriver jusqu'à la rivière pour donner naissance à des conduits au fur et à mesure plus importants, au fur et à mesure qu'elles vont dissoudre. Et au niveau de la rivière, on va arriver sur des drains les plus importants, puisque c'est eux qui vont drainer toute l'eau du massif, qu'on va appeler des grottes. En fait, une grotte, c'est ça, c'est un conduit totalement plein d'eau, normalement. Mais en tout cas, ça c'est une grotte active, c'est une grotte qui est en train de se faire. Et l'ensemble, de la source au plateau, en passant par les grottes, etc., par les différentes fissures, l'ensemble, on appelle ça un système karstique. Alors les milieux karstiques, c'est assez intéressant, puisque en fait ça concerne énormément de monde et énormément de situations. Pour vous donner un ordre d'idée, en France, les milieux karstiques, ça couvre environ 50% du territoire. Ça comptabilise plus de 15% des affleurements rocheux planétaires. Et ça offre un milieu de vie à environ 1,5 milliard de personnes dans le monde. Ce qui fait qu'en fait, on a énormément de situations différentes et énormément de gens qui aussi vont
vivre en fait avec ces milieux et vont être dépendants notamment de la ressource en eau ou autre, etc. Et ça, pareil, ça fera le sujet d'un épisode dédié. Mais pour vous donner une idée, en France, on a énormément de paysages emblématiques qui sont en fait liés à ces systèmes karstiques. Les crêtes de Normandie, les bassins parisiens et aquitains, les plateaux calcaires du Jura, du Vercors, de Chartreuse, des Causses, des Cévennes, la Provence calcaire, le Lot, la Dordogne, les Bauges, la Savoie, les Calanques de Marseille et j'en passe. Donc, forcément c'est passionnant puisqu'on en retrouve à toutes les latitudes dans plein de milieux différents avec plein de fréquentations différentes dont peut-être ils ont gardé la mémoire, mais ça on y viendra plus tard. Alors d'où vient le nom de karst en lui-même? Ça fait un peu barbare. Alors, en fait ça vient d'une région slovène qui s'appelle Karst, tout simplement au nord du Trieste, qu'on appelle aussi Kras ou Karso. Et en fait c'est une région qui est particulièrement emblématique au niveau des formes, c'est pour ça qu'on l'a utilisé comme nom général. C'est une zone de plateaux boisés, de relief un peu tourmenté, comprenant un grand nombre de dépressions fermées, de grottes, de gouffres, de formes pittoresques, d'affleurements. Les cours d'eau ils sont rares puisqu'ils disparaissent rapidement sous terre en fait, directement, où ils s'organisent en de grandes rivières souterraines comme celle de la Reka dans le gouffre de Skocian ou de Piokia dans la grotte de Postovnia. C'est des grottes immenses. C'est des galeries de plus de 20 mètres de hauteur. Enfin, je vous conseille vraiment la visite, c'est quelque chose d'assez marquant. Pour la petite anecdote, les Français, au moment où on a décidé du nom qu'on allait donner à ces milieux, voulaient trouver un nom bien de chez eux, puisque à part nous aussi on a du calcaire, donc il n'y a pas de raison. Et donc on voulait appeler ça les Causses, en fait tout simplement, par rapport au massif des Causses. Bon, on a perdu la bataille au final au niveau des publications, mais bon, à savoir que, fut un temps, nous franco-français on parlait que des Causses. Parce que le karst n'avait pas de sens pour nous. Donc, comme je vous l'ai dit, un système karstique, c'est un massif dans lequel on va pouvoir voir une concentration des écoulements sous terre, avec une hiérarchisation un peu de ces réseaux. Mais ce que je vous propose maintenant, c'est que maintenant qu'on a compris ce que c'était qu'un karst, qu'un massif karstique, et comment ça fonctionnait, quelles étaient les recettes d'une grotte, d'en créer une et de voir comment elle va évoluer au fur et à mesure du temps. Alors, tac, on fait nouveau projet, pouf, on ouvre la fenêtre. Et on va commencer avec un terrain avec quasi pas d'encaissement. Un terrain très très plat. Ce qui fait que l'eau va pouvoir circuler dans la masse calcaire. Je dis très très plat, mais pas tout à fait plat. Mais sans avoir suffisamment de vitesse, sans avoir suffisamment de compétences pour pouvoir évacuer la matière qu'elle dissout. Ce qui fait qu'elle va dissoudre du carbonate de calcium dans la roche, mais en la laissant en place. Donc on va avoir une roche qui garde son volume, plus ou moins, des fois ça peut s'affaisser un peu sur lui-même, mais qui surtout reste en place. C'est de la roche un peu pourrie. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a certains endroits où on en trouve, dans lesquels on voit vraiment la roche calcaire, quoi. Simplement, on peut y enfoncer le doigt, très facilement. On appelle ça un fantôme de roche. C'est le mot-clé, c'est un mot-clé. Oui. C'est un des Allez. mots-clés. Ouais, bien vu. Attends, Un point. Non, genre vous avez pas remarqué acide au début. Non, franchement. Vous avez raté acide. Non, vous êtes nuls. Mais je crois que j'ai pas tout retenu. Moi, j'ai retenu meunier, fantôme. C'était genre les. Il y a meunier, fantôme, acide. Vous sentez un peu. Putain, je sais plus. Ah, je sais pas, moi j'avais retenu acide. Voilà. Voilà. Premier Ouais, des c'est mots. drôle parce qu'à 3 on retient toujours les mêmes. On aurait pu se répartir. C'est dommage. C'est clair. On serait très mauvais dans un escape game, je crois. Mais si, on a mis en place des stratégies. Mais je suis quand même surpris. Du coup, en gros, tes dépôts vont faire en sorte que, en gros, c'est une sorte de sable, c'est ça? Eh ben non, c'est assez perturbant. Donc ça, on appelle ça la fantomisation. C'est quelque chose qu'on a commencé à observer depuis quelques années, qui est encore en débat pour comprendre sa place. Est-ce que toutes les grottes commencent par cette étape, ou est-ce que ça commence directement par l'étape qu'on va voir après? La réponse, elle est sûrement intermédiaire, hein. Dans certains contextes très plans, ça peut commencer comme ça, puis dans d'autres pas. En fait, c'est assez perturbant parce qu'on dirait vraiment de la roche. On ne dirait pas un dépôt sédimentaire. Ça fait vraiment de la roche. Simplement, elle est pourrie, elle se désagrège d'une certaine manière, très facilement. Et ça, on l'a notamment découvert, alors ça s'est passé en Belgique, où en fait il y a une carrière qui a été creusée dans un endroit où il n'y avait pas vraiment de réseau, il y avait rien, il n'y avait pas de vide. Puis quand on a creusé pour extraire en fait du calcaire, hein, c'était pour utiliser la roche, ils ont découvert qu'en fait il y avait des grosses veines de roche, mais inexploitables. Du coup, ils étaient un peu dégoûtés. Mais surtout, en fait, en creusant la carrière, ils ont créé une différence d'altitude entre le plateau et le fond de la carrière. Ce qui fait que de l'eau a commencé à circuler pour rejoindre le point le plus bas qui était nouvellement formé. Et ce qui s'est passé, c'est exactement ce qui peut se passer pour des réseaux fantomisés, c'est qu'en fait, en quelques jours, quelques semaines, il y a tout un réseau de grottes qui est apparu. Parce que l'eau a évacué la grotte qu'elle avait préformée.
Putain, ça doit être impressionnant à voir en fait, à vivre comme truc quoi. Ouais, après quelques semaines, il y avait des endroits où ils allaient visiter, ils faisaient des premières explorations spéléo d'un réseau qui n'existait pas un mois avant. Ou en tout cas, qui pré-existait. En gros, ça sous-entend que potentiellement, donc pas, on a bien compris que c'était sur les réseaux plans, donc c'est les trucs qui sont relativement plats avec potentiellement une vallée qui a pu exister. On peut marcher sur des endroits où juste en dessous de nous, il y a de la roche qui est pas de la roche. C'est possible. Bah, il y a de la roche qui est prête à laisser la place. À laisser de la place en fait. Ouais, voilà, c'est ça. qui est prête à être évacuée. Mais c'est dans un contexte très particulier. Il faut vraiment que l'eau soit presque immobile. Enfin, tu vois, c'est vraiment okay. on joue sur de la nuance quoi. Mais et c'est encore en fait des contextes qu'on est en train d'étudier. La fantomisation, ça fait assez peu de temps au final qu'on la connaisse. Je sais plus en mémoire les dates de publication les premières, mais en gros, ça fait depuis les années 2000 qu'on bosse dessus quoi. Okay. Donc c'est assez récent en fait. Donc c'est toujours encore en discussion de part et d'autre. Mais du coup, deuxième étape, on a effectivement, mettons, nous, bon, c'est pas une carrière, mais mettons que la vallée soit un peu incisée. Alors ça peut être pour différentes choses, peut-être que tectoniquement, on a simplement le tout qui monte, et l'eau va essayer de rester connectée à d'autres réseaux, des fleuves plus loin à côté, donc va commencer à inciser la masse. Bon, bref, ça peut être pour plein de raisons différentes. Nous, on va rester au fait que on a notre vallée qui se creuse un peu. Ce qui fait que tout de suite, on a une différence d'altitude, l'eau va pouvoir évacuer nos fantômes de roche. Ok, on va commencer à avoir une grotte qui se forme. Alors, pour l'idée de l'exercice, on va partir du principe que, d'accord, ça nous forme un réseau, mais il n'est pas très très développé au final. Comme ça nous donne l'occasion de le retravailler à nous. Sachant que cette deuxième étape, on pourrait directement commencer par elle dans énormément d'endroits où il y a déjà une vallée qui est mise en place, où il y a déjà en tout cas une certaine compétence de l'eau. Bon, notre vallée calcaire, elle est assez peu profonde, 50-60 mètres, assez peu incisée. Petit à petit, l'eau qui emprunte les fissures pour aller du plateau à la rivière va donc agrandir les fissures et former des galeries étroites, où il est encore nécessaire de se tenir accroupi, totalement noyées au niveau le plus bas, au niveau de base, c'est-à-dire le niveau de l'eau de la rivière. Donc faut bien comprendre que toutes les fissures qui montent du plateau, elles, charrient l'eau jusqu'à cette zone noyée, qui est plus ou moins plane en fait, enfin horizontale je veux dire, puisqu'elle suit en fait ce niveau de base que l'eau cherche à rejoindre. Alors au fur et à mesure des millénaires, le conduit continue à se former, gagne un peu en diamètre. En fait, l'eau qui coule dans le conduit, puisque elle le noie entièrement, va sur tout son pourtour commencer à le dissoudre de manière uniforme. Ce qui fait qu'on va commencer à avoir une forme tubulaire, une forme en conduite forcée, qui est typique de ces régimes noyés, on appelle ça, donc de ces grottes actives, comme je vous le disais, qui sont en train de se faire. Alors, après, il peut y avoir des dépôts sédimentaires dans la grotte, puisque lorsque l'eau arrive dans ces réseaux noyés, le fait que tout soit noyé, elle peut perdre totalement en compétence, et donc du coup, elle est obligée de déposer des petits sédiments fins. Elle peut donc déposer, par exemple, des argiles qui vont tomber au fond, et donc imperméabiliser, l'argile est imperméable, imperméabiliser le fond de la grotte, ce qui va l'obliger à un peu se déformer sur les côtés, à manger un peu plus sur les côtés, ce qui fait donner plutôt une forme ovale, généralement. Mais globalement, on est sur ces formes, ces profils plus ou moins circulaires. Alors l'eau, en passant dans ce conduit, parce qu'elle y circule, mine de rien, elle va également laisser des traces de ces contractions, de ces soubresauts. En fait, des mouvements tourbillonnaires dans l'eau vont creuser la roche, de petites encoches semi-circulaires, des cupules. C'est quelque chose qu'on retrouve en termes de visuel. Vous avez dû voir ça dans des grottes de glace ou dans des grottes volcaniques. Vous devez voir ces espèces de formes en petites cupules sur les côtés, un peu sur toute la galerie. C'est le même principe en fait dans les grottes de glace ou dans les grottes volcaniques, puisque c'est du liquide en fait qui passe et qui, avec ces mouvements tourbillonnaires, va créer en fait ces petites formes. Ces cupules, c'est un peu comme si un meunier travaillait le bois avec sa gouge, ce qui fait qu'on les appelle des coups de gouge. C'est un surnom très courant qui est beaucoup utilisé pour les décrire. T'as pas dit le bon mot, parce que c'était pas meunier, c'est menuisier le bon mot. J'ai dit meunier. Oui, non, ça n'a pas de sens, un meunier, pardon. Un menuisier. Ouais, mon gars, du coup, je me suis souvenu du troisième. C'est beau. Quatrième. C'est beau. Ouais, c'est beau, Oui, un menuisier qui travaille son bois, oui. Un meunier. Ouais, je vois. Et du coup, en fait, ça fait des courbes, en fait. Ça fait en fait comme des petites encoches sur la paroi. Okay. Oui, d'accord. Comme des coups de burin. Voilà, un peu des coups de gouge, quoi, on appelle ça. Ces formes, on peut les comparer un peu à une tête de cuillère. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, en regardant la forme de cette tête de cuillère, on peut connaître le sens du courant et sa vitesse. En fait, elles sont plus profondément creusées à la base et plus graduelles vers la fin. Ce qui fait qu'en regardant le sens de la tête de cuillère, on peut savoir d'où venait en fait le courant. Et plus les coups de gouge sont petits, plus le courant est rapide. Ce qui peut être intéressant lorsqu'on est en grotte et qu'on constate
que plus on monte sur la paroi, plus les coups de gouge vont devenir gros. C'est peut-être qu'en fait, simplement, la galerie était beaucoup plus petite au départ, et donc le courant était rapide, et puis quand elle s'est agrandie vers le haut, et petit à petit, en fait, l'eau ayant plus de place, le courant a petit à petit ralenti. C'est des choses qu'on peut voir, ou même dans des coudes de galerie, on voit que, tiens, là, il y a eu une accélération, c'est logique, parce que, il y a un coude qui a amené une accélération, en fait, du liquide, quoi, simplement. Voilà. C'est des petites marques, c'est des petites traces qu'on peut encore voir aujourd'hui de circulation ancienne. Mais ça, on y reviendra. Ok, donc là, on a notre première étape, on a un réseau karstique qui est formé, qui fonctionne, qui est connecté à notre niveau de base, on a notre niveau noyé, on a l'eau qui arrive par les fissures, très bien. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si on incise encore la vallée? Cette fois-ci, on va l'inciser un peu plus, on va l'inciser d'une centaine de mètres, mettons. Et là, tout le réseau va devoir se réorganiser vers le nouveau point plus bas. Alors, généralement, l'incision de la vallée se fait pas d'un coup. Ça peut arriver. Par exemple, l'exemple des gorges de l'Ardèche. Ça arrive assez rapidement parce qu'en fait, il y a deux éléments. Déjà, il y a la pression des Alpes qui pousse, qui va relever un peu tout le massif. Et puis en même temps, on a la mer Méditerranée qui sèche quasi entièrement. Et donc, le niveau général le plus bas baisse drastiquement, ce qui fait que tous les cours d'eau vont s'inciser énormément. Donc, on a la combinaison des deux. Ce qui fait que les gorges vont s'inciser très vite. Mais ça peut aussi être le cas, par exemple, dans des secteurs où il y a eu un glacier qui est passé et qui a totalement arasé rapidement. Bref, notre vallée s'est incisée de environ 100 mètres. Ce qui fait que forcément, puisque le réseau se réorganise vers le point le plus bas, l'eau va quitter la galerie qu'on avait nous au départ. Notre petite galerie en tube, noyée, elle ne va plus qu'y circuler pour rejoindre les niveaux les plus bas. Ce qui fait que la galerie n'est plus ennoyée totalement. L'eau ne circule que sur le sol. En fait, c'est une rivière qui commence on passe à une rivière qui va circuler jusqu'à rejoindre des points le plus bas. Ce qui fait qu'en fait, notre galerie, elle va évoluer différemment. L'eau ne dissout plus sur tout le pourtour de la galerie, mais dissout simplement sur le sol, selon d'ailleurs simplement l'endroit où elle circule, donc c'est même pas tout le sol, généralement. Et donc elle va inciser de manière longiligne. Elle va commencer à inciser verticalement, ce qui fait que notre galerie va commencer à avoir un profil plutôt longiforme. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans le cas de galeries qui étaient auparavant des galeries noyées, donc en tube, lorsque vous avez votre tube et que vous commencez à inciser que au milieu un petit canyon, vous allez commencer à avoir un profil avec un tube en haut et en bas une galerie longiforme, ce qui n'est pas sans évoquer le profil d'un trou de serrure. Il a dit serrure et il a marqué un petit arrêt. Serrure, c'était un mot, je m'en souviens. Il a marqué un petit temps exprès histoire de. Il est habile, hein. Il est habile. Hein. Il est fort, il sait qu'on n'est pas très bon. Il nous laisse quand même, tu vois, genre c'est le gentil MJ qui te dit allez c'est bon, je te l'offre celui-ci. Allez, tu caches ton nez et qui te dit que t'as eu un succès critique. Allez c'est bon, bravo, t'as fait un succès, il a fait 3, bravo. Et donc ces profils en trou de serrure, ce qui est intéressant, c'est que quand vous arrivez dans une galerie, vous voyez un profil en trou de serrure, ça raconte déjà une histoire, en 2 étapes au moins. À un moment donné, cette galerie a été au niveau de base, au niveau à peu près de la rivière, elle a été totalement noyée. Puis, le paysage à l'extérieur de la grotte a changé, ce qui a amené à une verticalisation du profil de la galerie. Donc rien que par la forme de ce boyau, vous pouvez déjà commencer à raconter une histoire, non pas que sur la grotte, mais sur le paysage à côté. Et donc notre galerie devient non plus une galerie active, mais une galerie fossile. Ce qui fait que maintenant on va pouvoir l'observer, la pratiquer en spéléologie par exemple. Et donc, ce qui m'amène à dire que en spéléologie, on ne fait que fréquenter, en dehors du moment où certains sortent des bouteilles de plongée, on ne fait que fréquenter des grottes anciennes, qui sont elles-mêmes des témoignages d'anciens paysages. En réalité, c'est très rare qu'on aille, donc en prenant les bouteilles, etc., dans des galeries qui sont en train de se former actuellement. Donc techniquement, en fait, toutes les galeries, justement, comme tu dis, où on emprunte des bouteilles, c'est pas du sous-marin, ça reste du souterrain, mais t'es obligé de prendre les bouteilles parce que c'est gorgé d'eau. En fait, toutes, sans exception, sont destinées à devenir des galeries fossiles. Alors, oui et non. Et certaines ont pu être fossiles avant. Tu veux dire avant l'apparition de l'eau ? Enfin, avant que l'eau arrive. D'accord, oui, ok, je vois. Ça veut dire que l'eau a pu remonter. Oui. Mais oui. Ça, c'est quelque chose que je vous garde pour le prochain épisode. Oh le teasing. La classe. Et donc vous l'avez vu, pour faire un petit résumé de cet épisode-là, les grottes c'est quoi ? En fait c'est pas simplement un trou, c'est tout un réseau qui est un géosystème, on appelle ça un géosystème karstique, qui lui-même est dépendant du paysage extérieur. Et donc en fait suit son évolution. Sauf que, alors que le paysage petit à petit change et disparaît, et en fait on en perd la trace,
Il y a quelques traces qui restent subvisuelles, mais il faut encore les trouver. L'érosion extérieure étant assez forte, et puis nous-mêmes, on a pu tout rebouger, faire des parkings, faire des terrasses agricoles ou autres. C'est difficile en fait de garder la trace de choses qui se sont passées sur des temps très longs à l'extérieur. Par contre, les grottes, c'est des endroits qui sont totalement protégés de tous ces phénomènes, et qui fonctionnent un peu comme des capsules temporelles qui vont garder non pas simplement des choses en leur sein, comme on pourra le voir dans d'autres épisodes, mais qui en elles-mêmes sont des marqueurs d'étapes de mise en place du paysage. Et qui, rien qu'en elles-mêmes, je parle juste du tube, encore une fois pas de ce qu'il contient, va pouvoir nous permettre d'expliquer et de comprendre des paysages passés qui ont depuis longtemps disparu de toute mémoire collective. À chaque fois que tu pars, toi, en exploration dans les grottes, tu pars dans le passé, quoi. Genre, t'es un explorateur du temps, en vrai. À chaque fois qu'on part en grotte, en fait, on transite dans... rien que le volume en lui-même est une mémoire. Oh, c'est beau, c'est C'est poétique un peu en la plus. classe Hein. en vrai. Ouais, de ouf. Hein. Et vous verrez que des mémoires, il y en aura énormément dans les prochains épisodes de Mystère des Profondeurs. Oh, Waouh. la classe. On peut en faire une dizaine là d'épisodes. Vous avez vu là, rien que là, il y en a plein où j'ai dit on le verra dans un prochain, etc. Mais Ah bah là, t'as de quoi durer pour l'éternité en fait. Ah bah là. oui, Ah. oui. Oui, ok, d'accord. Moi, j'avais une question, si je peux me permettre. Oui. T'as parlé de caverne de glace, et c'est vrai que en fait, j'ai pas pensé à googler, mais je vois pas trop à quoi ça correspond. Alors, c'est généralement en fait des cavités qui vont se former sous un glacier. D'accord. En fait, il y a de l'eau de fond des glaciers qui va circuler. Au départ, ça circule un peu sur le glacier, puis ça va disparaître en fait dans des crevasses ou dans des trous, enfin des espèces de gouffres dans la glace. Tout ça a des noms bien précis, mais j'ai oublié. Ça fait longtemps que j'ai pas bossé sur des glacières. Et en fait, tout ça va passer sous le glacier. Au niveau, en fait, pareil, hein, l'eau, elle cherche à pas se fatiguer, donc elle va aller au niveau de la zone de contact entre le glacier et le socle rocheux sur lequel il repose. Et elle va circuler sous glacier jusqu'à rejoindre du coup l'avant du glacier, où elle va sortir. Il y a généralement une petite source comme ça devant un glacier où elle va sortir. On a un cours d'eau qu'on appelle le sang dur et elle va partir comme ça. Et donc de fait, puisque l'eau en elle-même est plus chaude que la glace, forcément, sinon ce serait de la glace. Elle va petit à petit en fait faire fondre la glace du glacier, ce qui fait qu'elle elle va créer une espèce de cavité qui est généralement pas très très longue. C'est un tube, ça peut faire quelques dizaines de mètres, même un peu plus. Il y en a qui sont visitables, hein. Il y a tout un tourisme autour de ça, par exemple au niveau de la mer de glace. Bon, en ce moment ils sont un peu c'est un peu compliqué parce que plus que la grotte recule avec le glacier et qu'elle devient accessoirement de plus en plus dangereuse, etc., parce que c'est instable. Bon, c'est un peu compliqué, mais c'est des grottes qu'on peut trouver comme ça. Il y en a beaucoup en Islande, par exemple. En Islande, on peut voir des grottes de glace d'un côté, puis on peut aussi visiter des grottes volcaniques, qui sont intéressantes, mais c'est très très vite rébarbatif des grottes volcaniques. C'est juste un tube, mais avec rien dedans, quoi. Vraiment. C'est très Super intéressant. Ouais, Mm. j'apprends plein de choses. Et des nouveaux mots. Je connaissais pas serrure, moi. Menuisier non plus, je sais pas. À ne pas confondre avec meunier. Exactement. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.